Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre évidemment avec le quotidien Le Messager qui met en sa une tribunal de première instance de Douala Bounanjo, le procès kafkaïen des robes noires, une affaire de tentative de corruption d'un magistrat ayant conduit à la détention de 2 avocats provoque des actes de barbarie des forces de l'ordre dans une salle d'audience. Cet article est suivi donc d'une réaction de l'honorable Jean-Michel Ninthieu qui parle d'un ensauvagement primitif, qui qualifie cet acte d'un ensauvagement primitif du régime de Yaoundé. Le journal parle aussi de Yaoundé, les trafiquants d'or dans les filets de la police. L'opération conduite par la division régionale de la police judiciaire pour le centre a permis de saisir plus de 250 lingots d'or contenus dans une dizaine de mallettes. Et justement à propos, le commissaire divisionnaire de cette unité d'indiquer que dans cette affaire, 2 Canadiens ont été interpellés et gardés à vue et que ces lingots d'or étaient en partance pour Dubaï, c'est la capitale des Émirats arabes unis dans le Golfe Persique. Et puis le quotidien La Nouvelle Expression parle du barreau du Cameroun, la dure réalité entre violations systématiques des droits les plus élémentaires des prévenus et les obstacles que les éléments de force de défense, que les éléments de force de l'ordre et la justice ne cessent d'ériger. Le rôle de l'avocat semble désormais plus facultatif que jamais auprès de son client, tout comme son statut plus facultatif, tout comme son statut qui est aussi devenu très précaire, avec Jean-Michel Ninthieu qui dénonce cette répression des avocats. Le journal parle aussi du coronavirus, le virus dans les écoles à Douala. 14 personnes ont été testées positives à la Covid-19 dans 3 établissements scolaires de la ville de Douala. On appelle donc à une observance stricte des mesures barrières s'il faut contenir véritablement la pandémie Covid-19. Le journal parle de la crise anglophone à le fond d'un saut libéré, mais il est sommé de retirer sa candidature aux élections régionales. On se rappelle que le fond de Sceaux vivait du côté de Yaoundé depuis un bon bout de temps et il était donc retourné dans sa chefferie avant d'être enlevé en cours de chemin par des individus non identifiés. De même que le journal parle aussi de l'Assemblée nationale, un texte très attendu. La loi portant code des personnes et la famille longtemps exigée a fait l'objet d'intenses débats, mais le texte n'a pas été déposé en juin 2020. On revient évidemment sur cette violence sur les avocats au tribunal de première instance de Douala Bounanjo. Le quotidien Mutation met en sa une TPI de Douala Bounanjo, force à la loi, c'est-à-dire qu'une sorte de légitimation de la force au lieu de laisser force à la loi. Des avocats brutalisés par des policiers et gendarmes dans une salle d'audience, à l'origine d'une affaire de tentative de corruption d'un magistrat ayant conduit à la détention de 2 confrères. Le journal Le Jour, en sa une, parle de ces violences perpétrées au TPI de Bounanjo. La réponse du barreau attendue et même du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des militaires. Le journal parle aussi de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des militaires blessés réclament leurs primes. Le MINDEF, tout en prenant compte des réclamations signalées, veut des clarifications. Il a d'ailleurs instruit le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général de brigade Eba Benoît, de voir clair sur cette affaire. Émergence met en sa grande une Douala des avocats bastonnés dans un tribunal, faisant ainsi allusion à la scène de mardi dernier au tribunal de première instance de Douala Bounanjo. De même que le journal parle aussi du contrôle supérieur de l'État avec une 50aine de fonctionnaires à auditionner. Il s'agit de les auditionner sur leur gestion du moment où ils étaient aux affaires. Le journal satirique Le Popoli parle du parquet de Bounanjo, coup de barre à la barre. On voit bien sur cette caricature un avocat au sol qui dit aux policiers, c'est comme ça que vous avez provoqué la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et le policier de lui rétorquait et qui s'en plaint, eh bien c'est vous. Le journal indique que donc près de 200 avocats indignés par ce renvoi ont été donc tabassés par la soldatesque en pleine audience à Douala. Le journal Kalara
parle de patrimoine BISEC et CBC dans le pillage d'un héritage. Des agents des deux banques accusés d'avoir facilité le décaissement frauduleux dans le compte bancaire d'une succession. La supercherie aurait profité à la veuve. Depuis l'Angleterre, l'un des héritiers lésés saisit la justice et demande réparation. Et puis le journal Diapason parle des pièces de monnaie, sanctions contre les trafiquants. Le gouverneur de la BEAC a saisi les autorités de la CEMAC pour pénaliser les détournements de pièces. Mahama Bastoli annonce aussi la gratuité de 19 services bancaires dès 2021. Et puis, pour finir cette revue de presse, c'est le quotidien Cameroun Tribune qui met en sa une. Session parlementaire de novembre, c'est la rentrée. Députés et sénateurs retrouvent l'hémicycle au palais ce jeudi au palais des congrès de Yaoundé. Les travaux essentiellement consacrés à l'examen et le vote de la loi de finances 2021. Voilà ce qu'on peut retenir de quelques journaux parus en kiosque ce matin et parvenus surtout à notre rédaction. Place à présent avec nos invités de jeudi que vous connaissez déjà très bien. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Jean-Paul Chinotte, bonjour. Bonjour Guy Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Malgré un état de santé assez chancelant, je suis quand même là, toujours prêt à honorer cette séquence de l'actualité qui me plaît toujours de commenter et d'essayer de décortiquer pour une meilleure compréhension du public. Tout clinquant dans votre blouson noir, lunettes noires, chapeau noir. Chapeau en cuir, blouson en cuir. Voilà. L'actualité qui vous a marqué. Oui, l'actualité qui m'a marqué, c'est cette injonction qui a été faite par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Et depuis hier, demandant à tous les fonctionnaires de l'administration territoriale de ne plus parler de Nozo, mais de parler du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense que cette précision valait bien la peine, parce qu'il faut cela. Parce que cette appellation a fini par être une sorte par être institutionnalisée. Et on ne parle de ces deux régions que comme d'une seule région, comme d'une entité, alors qu'effectivement il s'agit du nord-ouest, de deux régions distinctes, le nord-ouest et le sud-ouest. Alors parler toujours indéfiniment du Nozo... on a l'impression que ça se résume à une seule région. Ça se résume à une seule région. Moi je pense que ce distinguo du ministre de l'administration territoriale valait bien la peine d'être levé définitivement. Ça va changer quoi, Camille? Oh, mais ça va... Mais écoutez... uniquement aux sous-préfets, gouverneurs et préfets? Il a dit quand on lui envoie des rapports qu'on ne parle plus du Nozo, mais qu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest. Mais pas du Nozo. Moi, je pense que c'est important. Ces abréviations ne méritent pas être dans des rapports administratifs. En réalité, cette région, la région du Nozo n'existe pas. La région du nord-ouest existe, la région sud-ouest existe. Moi, je pense que c'est un acte fort administratif. Peut-être qu'on pourrait aussi l'étendre dans la presse aussi. Oh. Guy Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul et bonjour nombreux téléspectateurs. Vous êtes aussi tout clinquant, monsieur Guy Fongan. Comment pourrait-il en être autrement? Vous pouvez passer votre chapeau? C'est le contraire qui serait surprenant en principe. Votre chapeau? Non, pas pour aujourd'hui. L'actualité vous a marqué. Je voulais simplement dire que c'est la preuve que le doigt est un homme, donc il peut aussi tomber malade, donc qu'il n'est pas un surhomme. Il n'a jamais dit ça. Voilà, c'est tout à fait normal de temps en temps qu'il ait des petits défauts. Non, moi je voudrais avoir une pensée pour la communauté, la grande communauté Bamongou, qui pour sa loyauté, sa fidélité à la revue des Grandes Unes et les autres programmes d'Equinox. Vous allez voir, pour dire que j'ai été moi marqué cette semaine par, vous savez, avec la démultiplication des canaux d'information, un événement privé peut facilement devenir public. Donc vous savez, un des rares capitaines d'industrie que nous avons, Congel Khan, sa fille s'est mariée le week-end dernier. Vous avez vu toute la levée de bois vert qu'il y a eu contre lui, soi-disant qu'il n'y avait pas d'artiste camerounais invité à sa cérémonie de mariage, qui, je précise, est un événement privé où on peut choisir d'inviter qui on veut et il fait plaisir aux gens. Il s'agit des mariés peuvent avoir la latitude d'inviter qui ils veulent. Parfois, ce n'est même pas lui qui a choisi. Peut-être c'est la mariée, peut-être c'est le mari. Voilà, c'est le couple qui décide d'inviter qui veut. Donc cette levée de bois vert, moi je l'ai trouvé totalement déplacé et nauséabond parce que c'est très mal connaître l'homme et le personnage, parce que c'est très mal connaître l'amour et l'investissement qu'il fait au quotidien pour les artistes camerounais en général. S'il faut poser même la question, Guy Fongan, est-ce que la valorisation et la promotion des artistes se résumerait à leur participation dans des mariages alors qu'il y a une politique nationale qui est... Non seulement il fait mieux que ça, je veux dire qu'il a
gracieusement une salle de spectacle qui met très souvent à la disposition des artistes, c'est mieux que d'inviter un artiste à un mariage. Non, je veux dire que les gens, en général dans ce pays, oublient de voir plus loin que le bout de la peut-être les artistes auraient fait un meilleur pointage là-bas. Compte tenu de la pointure des invités. Un événement privé, on invite qui on veut. Donc ça devait devoir avec contre ce capitaine d'industrie. Ça ne devrait pas faire débat dans tous les cas. Débat dans un événement privé, on invite qui on veut. Encore qu'il y avait des artistes camerounais, même s'ils n'étaient pas en tête d'affiche. Et c'est très mal connaître l'investissement émotionnel et financier qui met au quotidien pour la promotion de la culture, le rayonnement de la musique camerounaise. C'est noté. Très peu de gens le savent parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. C'est noté, Guy Fongan. Camille Nélé, il y a une actualité qui fait des choux gras de la presse, même dans les chaumières, ces avocats qui ont été bastonnés en pleine salle d'audience. On a vu certains, la salle a été gazée au lacrymogène. Camille Nélé, je voudrais invoquer votre longue expérience dans le journalisme et votre vaste culture générale. Est-ce que, Camille, de votre mémoire, vous vous rappelez que quelque part dans le monde ou bien en Afrique, on a vu quand même des avocats violentés de la sorte, c'était de la sorte dans une salle d'audience qui, il faut le préciser, c'est quand même leur lieu de travail. Jean-Paul Chouniat, vous faites bien d'évoquer ma longue expérience de journaliste de terrain. Et dans cette pratique, je peux vous assurer que j'étais pratiquement... J'ai fait les palais de justice, tous les palais de justice du Cameroun pendant plus de 30 ans. Ça veut dire que je sais ce que c'est qu'une audience. Il faut préciser dans les investigations. Dans les investigations et même dans la couverture des plus grands procès criminels. D'ailleurs, je ne le cache pas, beaucoup de gens le savent, je suis en train d'écrire d'ailleurs un livre assez édifiant sur un certain nombre. Sur l'affaire Dikoum dont j'ai eu le privilège. Non, pas seulement l'affaire Dikoum, il y a d'autres. Donc je voulais dire que tout ce que je lis dans les réseaux sociaux et dans les journaux depuis 3 jours m'écoeure. Ça m'écoeure parce que l'affaire ne fait pas seulement des choux gras, ça fait des choux puants. Moi, je dis une chose, les réseaux sociaux sont en train de vouloir démystifier l'information et d'en faire ce qu'on veut. Politiser tout, c'est-à-dire que quitter l'essentiel pour ne s'en tenir que l'accessoire. En fait, tout ce que les gens retiennent et tout ce que l'on veut que les populations retiennent, c'est que des avocats ont été violentés. Mais pourquoi? C'est parti d'où? Parce que dans une affaire criminelle, dans une affaire, on s'en tient d'abord aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que 2 individus ont été arrêtés pour escroquerie. Ils ont constitué 2 avocats. Et les autres 2 avocats leur ont dit, écoute, c'est pas compliqué. Vous nous donnez 3 millions, on donne au magistrat, il ne va pas te condamner. Il ne va pas vous condamner. Ils prennent les 3 millions. Et maintenant, le jour de l'audience, les gars sont condamnés. Parce que les avocats n'ont pas vu le magistrat. Alors les gars disent que, mais c'est quoi cette histoire? Ils envoient l'un des leurs rencontrer le magistrat, dit, mais comment? Comment vous avez condamné les gens? Vous n'avez pas reçu votre paquet? Il dit, moi, recevoir un paquet? Il dit, oui. Le paquet a été remis à maître tel et à maître tel. Il dit, bon, écoutez, allez donc dire à ces avocats d'aller remettre le paquet aux personnes qui leur ont remis un paquet. Parce que moi, je n'ai jamais demandé un paquet. Alors la personne, et puis après, revenez ici avec eux. Maintenant donc, il dit aux avocats, et les avocats envoient un voice à l'un de ces condamnés pour leur dire que non, on ne comprend pas. Bon, de toute façon, si vous a condamné, comme il vous a condamné, nous, on va aller retirer cet argent. Mais non, ils reviennent donc devant le magistrat avec l'émissaire. Le magistrat leur demande, on veut donner de l'argent un jour. Nous avions un problème d'argent. Ils commencent à bégayer. Le magistrat appelle la police judiciaire. On les entend tous les 3. On fait une confrontation. On écoute même les voix de leur téléphone. Et on réalise qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats ont pris de l'argent en disant qu'ils vont remettre. Ils n'ont pas remis. Ils n'ont pas remis. Et c'est courant. C'est courant parce que nous avons une catégorie d'avocats dans ce pays qui ne vont pas qui sont constitués pas pour plaider l'affaire, mais pour aller négocier. Mais c'est aussi courant que Camille, mais c'est moins courant. Les avocats remettent aussi quand même l'argent au magistrat. Est-ce que c'est discutable? Non, c'est pas discutable. Et le magistrat lui-même condamne en se disant que dans la justice supérieure, il va se débrouiller. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas. Mais il est inadmissible qu'un avocat ne défendre son client qu'en disant donne l'argent, je vais donner au magistrat. Arrivé à la PJ, la police judiciaire a recensé des éléments déterminant que effectivement ces gens sont engagés dans une affaire de tentative de corruption. C'est donc comme ça qu'ils se sont retrouvés à Nubel. À la première audience, ils arrivent, les avocats sont là,
pour soutenir leurs confrères et demander une remise en liberté provisoire. La remise en liberté provisoire repose sur l'impérium du magistrat, du juge. Le juge peut soit l'accorder, soit la rejeter. Ou alors la renvoyer à plus tard. Nous sommes d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit que je renvoie au, je crois, 28 novembre. Alors, quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats ont commencé à arriver dans les brancards. Il dit non, c'est impossible. Le barreau s'est constitué, nous venons ici, nous venons être caution. Nous venons vous assurer que nous pouvons le représenter quand vous voulez. Mais pourquoi vous ne donnez pas? Le magistrat a le droit, le pouvoir d'accepter ou de refuser. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Le magistrat a clos la séance, il a clos la séance, il s'est levé, il a maintenu son renvoi, il est sorti, et c'est là que les avocats ont fait obstruction en disant que les avocats ne vont pas à Nouvelle. C'est ça le problème. Il y a eu obstruction des avocats. Or, ces avocats, sachant, connaissant très bien le droit, ont-ils le droit d'empêcher qu'une personne condamnée est maintenant maintenue en prison par le pouvoir du magistrat qui est libre, qui a le pouvoir soit d'accepter, soit de refuser? Et c'est donc là qu'il y a eu le clash. Le président étant sorti, le procureur étant sorti, il fallait donc évacuer. Camille, quand on voit sur les images, dès que la police fait son entrée, il saute directement. Non, ne regardez pas l'image. Regardez la fin de l'audience. Oui. Personne n'a pris la fin de l'audience. Il y a les images de la fin de l'audience. Nous sommes d'accord. Quand le magistrat est sorti, maintenant, est-ce qu'il ne fallait pas trouver un moyen d'exfiltrer ces deux avocats? Mais les avocats avaient fait obstruction, il n'y a pas moyen de les atteindre. Ils voulaient empêcher qu'ils retournent à Nouvelle. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité que les journalistes ne disent pas. Il faut dire la vérité, il faut dire les faits. C'est aussi un fait, Camille. C'est aussi un fait qu'ils ont été tabassés. Mais le problème, c'est que vous ne retenez que le fait d'avoir été tabassés. C'était quand même spectaculaire. Mais vous ne retenez pas le fait qu'ils ont empêché que leurs collègues, d'ailleurs empêtrés dans une sale affaire, retournent en prison. Ce qui est condamnable. Bon, maintenant, ce qui est condamnable. C'est pour ça que je dis donc que ce qui est important. Et la bavure, pas de bavure, et la façon dont ils ont été bastonnés. Ça, c'est une autre histoire. Ce que je suis en train de dire, et que je reprouve cette pratique des avocats d'aller proposer de la obstruction. Oui. Je repousse cette manière de faire obstruction. Je repousse cette manière de ne pas respecter le droit, la loi, qui leur dit que si on refuse la liberté de provisoire que vous demandez, vous avez des voies de recours. Mais la voie de recours, ce n'est pas l'obstruction. Ce n'est pas non plus de rire dans les braquages, ce n'est pas non plus de faire un scandale. Moi, ce que je dis, je ne défends pas les forces de l'ordre, mais je défends la simple logique, la simple réalité et la simple convivialité. Ces avocats n'avaient pas le droit de manifester, d'empêcher que leurs collègues. Connaissant le droit mieux que tout le monde. C'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il y a une sorte de manipulation maligne qui est entretenue dans les journaux, en réalité, pour culpabiliser plutôt les forces de l'ordre et maintenant donner l'impression que non, les avocats étaient dans leur droit. Les avocats ne doivent pas laisser leurs collègues retourner en prison. Camille, et en plus, les policiers ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont certainement reçu un ordre avant d'y arriver. Mais donc, il fallait mettre de l'ordre. Oui, nous disons qu'il fallait, nous ne disons pas le contraire, mais il reste que c'est un fait. Même si, au fond, on condamne cette attitude des avocats, est-ce que... C'est un fait parmi les faits. Et ce fait, en réalité, a été rendu nécessaire par aussi cette obstruction, qui n'est pas normale dans une salle d'audience. Gervais Fongan, au-delà du fait qui tourne en boucle en Mondovision, est-ce que si cet argent était parvenu au magistrat, est-ce qu'on en serait arrivé là? Est-ce que le magistrat aurait refusé que non, vos 3 millions que vous amenez, je les rejette? J'adore la perche que vous me tendez. Elle est très belle, vous allez voir. Ça m'amène à observer 3 choses. Parce que le problème est plus profond que ça, contrairement à ce que le doyen semble dire et le récit médiatique qui est fait autour de cette affaire. Pour observer 3 choses. La première, pour dire que quand vous regardez comment la presse traite cette affaire, le premier enseignement qu'on peut en tirer, il se trouve que on pourrait en dire comme première hypothèse que il est difficile dans notre système où l'exécutif et le judiciaire entretiennent les rapports incestueux, de véritablement dire le droit. Parce que si on arrive dans un scénario où les avocats estiment qu'il faille corrompre le juge pour qu'on rende une décision de justice, ça veut dire que de moins en moins le droit est dit. Et c'est un vrai problème qu'il faut questionner dans le fond. Parce que c'est une pratique qu'on entend tous les jours, on a souvent entendu ça. On déplore même... c'est ça qui est à l'origine du trop plein dans les prisons.
Tout à fait. Donc, sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus, sauf que là, c'est une affaire qui se passe en Mondovision. On a toujours soupçonné ce type de collusion entre les avocats et les magistrats. Alors aujourd'hui, il se trouve, s'il est établi, parce que c'est un des aspects du problème qui n'est pas assez mis en exergue, mais qu'on pourrait, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va en revenir de manière plus approfondie. C'est une hypothèse qu'on peut mettre. Ça veut dire qu'on est dans un système où on dit de moins en moins le droit et que les avocats vont là-bas à victime résignée avec pour seul argument, seule arme, non pas le code pénal, le code de procédure pénale, mais avec d'autres moyens, des enveloppes sonnantes et trébuchantes pour emmener le juge à dire le droit. Sachant que le droit ne va pas être... Sachant que le droit ne va pas être dit. Ça veut dire que c'est un vrai problème sur la qualité de notre justice. Un problème de fond. De fond. Voilà une première hypothèse qu'il faut soulever. La deuxième hypothèse qu'il faut soulever dans cette affaire, c'est qu'à la vérité, s'il est avéré qu'un magistrat a osé dire non, parce que il y en a aussi qui peuvent dire non. C'est la preuve. Il y en a qui disent non, pas qui peuvent, qui disent non. C'est la preuve qu'on a. C'est pas toujours évident devant un notre système d'argent Camille. Ah non. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai vu un magistrat appeler quelqu'un, appeler la gendarmerie pour quelqu'un qui apporte de l'argent. Il pose sur la table. Hein? La personne avait dit j'allais revenir. Il a appelé un gendarme. Et nous lui adressons toutes nos félicitations. Et c'est dans une affaire qui a été retentissante dans cette ville de Douala. Le commandant de brigade était sous la table du magistrat. Et le type est venu, oui, monsieur le président, vraiment, je vous ai apporté 20 millions. Vraiment, je vous prie de le type enregistré. Il est sorti de sous la table, il a pris, il a mené. Donc moi je dis qu'il y a des magistrats qui le font. Alors, et c'est cas de moi, j'avais promis d'observer 3 choses. Je ne suis qu'à la première, même après. Non, la deuxième, c'était pour dire qu'il faut célébrer les magistrats vertueux. C'est ça que ça existe, il y en a. Il n'est pas un cas isolé. Je racontais encore il y a quelques temps que je connais l'histoire d'un proviseur du tout puissant lycée de Bilen de Consamba qui a un effectif assez extraordinaire qui est allé en retraite en location. Je veux dire que quand ses collègues qui avaient un effectif, un dixième de son effectif, construisaient les immeubles en 6 mois, quand un proviseur du lycée Bilen tout puissant qui a fait 10 ans au lycée Bilen, à chaque début d'année, qui a fait 10 ans au lycée Bilen de Consamba, un des tout puissants lycées de la vie à l'époque, qui a fini qui est allé en retraite en location. Pour dire qu'il y a encore des gens vertueux, des gens respectants, ça existe des personnes comme ça. Des magistrats aussi, on en a beaucoup. Il y en a qui sont vertueux. Mais la troisième chose qu'il faut observer, c'est qu'il faut déplorer avec la dernière énergie, cette désacralisation de la fonction d'avocat. On n'était pas obligé d'en arriver là. Parce que les images qu'on a vues sont assez traumatisantes. Je veux dire que dans des pays sérieux, les avocats sont comme des prêtres. C'est des gens à qui on ne touche pas aussi grossièrement, aussi sauvagement. Cet ensauvagement de notre société et qui essaie d'être justifié par et certaines personnes à condamner à la dernière énergie. Quand vous allez, parce qu'il faut quand même rappeler, les gens peut-être l'oublient, on a aussi un devoir de pédagogue. Le palais de justice, c'est comme un sanctuaire. C'est comme l'église pour le prêtre. Je veux dire qu'on ne viole pas un sanctuaire aussi grossièrement. On aurait pu gérer cette affaire autrement. Ici, il faut vraiment dire le droit. Il faut quand même rappeler que dans cette affaire, il y a encore la présomption d'innocence qui existe. Il y a l'application de l'article 218 du Code de procédure pénale qui indique qu'on peut, moyennant une caution, on n'est pas obligé d'être incarcéré parce que l'article 218 du Code pénal est assez clair là-dessus. Donc il y a cette subtilité. Vous présentez toutes les garanties. Voilà, toutes les garanties. Et donc, c'est justement ce que les avocats demandaient à être appliqués. Donc cette volonté d'humiliation des avocats aussi, il faut la condamner avec la dernière énergie. N'oubliez pas que au commencement de la crise anglophone, c'était encore une revendication au mouvement des avocats. Et n'oublions pas qu'il y a depuis 2 ans au moins, les avocats se plaignent régulièrement de ce que leurs droits sont violés et bafoués, à la fois dans les tribunaux. Ça a même fait l'objet d'une rencontre entre le secrétariat d'État à la Défense, la DGSN et le barreau. Le barreau est monté au créneau plusieurs fois pour dénoncer ce type de choses. Donc ne banalisons pas ce qui s'est passé hier, parce qu'on a peut-être l'impression qu'on veut absolument réduire et qu'on veut, dans un pays où on veut tout désacraliser, on banalise tout, et il ne faut pas admettre que les gens soient aussi brutalement et aussi sauvagement humiliés en Mondovision. Parce que, pas qu'on dise, je vais dire que la robe que l'avocat porte, il faut le dire avec, avec suffisamment d'emphase. Dès le XIIIe siècle, la robe que les avocats, les avocats étaient essentiellement constitués des membres du clergé. Donc il y a une sorte de sacralité que revêt la robe. Et les 33 boutons
les 33 boutons que portent les avocats, c'est l'âge de Jésus. C'est l'âge à laquelle Jésus est décédé. Donc il y a toute une symbolique. Avec cette prestation de serment. Voilà, il y a toute une symbolique sacrée qui accompagne, qui habille la touche, l'avocat, avec laquelle il ne faut pas, à mon sens, désacraliser aussi grossièrement. Et donc c'est cette attitude, dans un état où c'est le droit de la force en permanence, parce que je suis ceux qui pensent que la violence et la force est faible. Donc cette désacralisation n'est pas de nature à condamner, à assainir et à... Donc il faut la condamner. Il faut la condamner. On aurait pu gérer ça autrement. Oui, Camille, pour sortir sur la question. Pour sortir sur la question, Jean-Paul, je voulais dire que nous sommes devant une situation face à laquelle on pose 3 questions. Quand vous demandez la liberté provisoire d'une personne, le juge a-t-il... On fait des garanties. Le juge a-t-il... ne va pas disparaître dans le juge a-t-il le pouvoir de l'accepter ou de la refuser ou de la rejeter? Là est la question. Non, première question. Ça veut dire que le juge a devant lui la loi et sa conscience. Il a maintenant l'impérium d'accepter ou de refuser. Surtout que ce juge est le juge qui a été cité comme personne ayant perçu cet argent. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ce juge-là qui tenait cette audience, c'est ce juge à qui on est allé dire, contre lequel on allait dire aux gens qui sont venus qu'on lui a donné l'argent. Donc ce juge avait l'impérium d'accepter ou de rejeter. Et maintenant, quand on parle même... Il s'est senti outré. Du coup, quand on est outré quelque part et blessé, on peut parfois... Je me rappelle bien cette histoire où un juge avait indiqué qu'après un coup de viol, la loi... voici ce que dit la loi, mais moi je dis ceci. Voilà. Puisqu'il a sa conscience, il a la loi. Mais dans l'autre question, quand vous demandez même la liberté provisoire, est-ce que la liberté provisoire, c'est la fin de la procédure? Personne ne l'a dit. On peut accorder la liberté provisoire, mais à la prochaine audience, à l'analyse des faits, à l'analyse des débats, et on condamne ces personnes. Ça va changer quoi? Parce qu'on est en train de parler comme si ces personnes-là ne pouvaient pas effectivement être passibles d'une condamnation. Oui, plus que jusque-là, ils sont présumés innocents. Puisque moi, j'aurais même souhaité que les avocats demandent l'examen des faits. Qu'on aille au fond. Mais seulement ils disent, non, nous on apporte la caution, on est là, on peut le ramener. On peut le ramener, mais si à la prochaine audience on le condamne, qu'est-ce que ça allait devenir? Et maintenant, 3e question. Est-ce que les avocats avaient le droit d'empêcher ou bien de manifester leur désapprobation en disant que si c'est ça ou rien, ou vous donnez la liberté provisoire... Ils auraient pu sortir manifester à l'extérieur. Ou vous lui donnez la liberté provisoire parce que nous nos constitutions, ou alors il n'y a rien du tout. Et c'est là qu'ils ont fait obstruction. Et quand vous me demandez dans quel pays au monde on a déjà vu ça, dans quel autre pays vous avez déjà vu aussi des avocats qui disent que non, si vous ne donnez pas la liberté provisoire, nos confrères ne bougent pas. Moi je dis, il ne faut pas seulement voir... C'est pour ça que je me suis référé à vous, Camille. C'est pour cela donc que je dis que la situation qui est là, il ne faut pas seulement voir la fin brutale de cette audience, et qu'en réalité, cette brutalité, c'est les avocats eux-mêmes qui l'ont recherché. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de nous manifester dans un palais de justice, ils avaient d'autres voies de droit, hein? Ils avaient la loi avec eux, ils avaient le droit avec eux, et ils devaient faire comme dans tous les cas où ils ont demandé la liberté provisoire pour un client, et que cette liberté c'est comme pour dire que l'avocat n'est pas un citoyen au-dessus de la loi, ou bien il est différent des autres justiciables. Puisqu'il est là pour défendre les droits de son client. Et vous n'oubliez pas une chose, moi qui m'a fait rire, c'est que l'avocat n'a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que quand il va vous défendre, vous le payez. Et quand vous perdez, que vous soyez condamné ou pas, vous allez payer. Vous allez payer. Et que la personne qui défend est un client. Guy Hervé Fongan, pour sortir, quel peut être le rôle du ministère de la Justice et du barreau pour tirer au clair cette affaire? L'avocat pour mission est censé de défendre le justiciable. C'est une émission noble reconnue à l'avocat. Et le rôle qu'on entend de la magistrature, c'est de dire le droit, en toute objectivité et en toute loyauté. Si on est dans un système judiciaire, d'ailleurs, c'est dans notre système judiciaire qu'on a inventé des frais de nouveaux cas, frais de procédure? Non, pas des frais de procédure, de nouvelles qualifications, comme le complicité intellectuelle. C'est dans notre système judiciaire qu'on a vu ça. Dans le système judiciaire qu'on a vu un même président signé à résidence chez lui depuis quasiment 2 mois sans que personne n'ose qualifier véritablement les faits. Donc, tu veux dire que c'est tout ce dispositif visible qui
qui peut expliquer le fait que les avocats sont dans une posture où ils vont très souvent dans les plaidoiries en victime résignée, où les gens ont le sentiment qu'on le dit juste plus le droit. Juste pour faire plaisir à son client. Où les gens ont le sentiment qu'on ne dit plus le droit, mais il faut aller avec les enveloppes sonnantes et trébuchantes. Et dans un pays normal, c'est retard de penser, on fait plus confiance en sa propre justice. Ça veut dire qu'on a touché le fond du fond. Camille Nélé, le gendarme de l'antenne est déjà là, monsieur Carlos Minoué. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, ce dossier est passionnant. Il est même passionnel aujourd'hui. Mais comme même une heure d'émission ne permet pas. Il faut éclairer le grand public qui ne s'abreuve que dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous venons de faire. Mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain, mais entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.